Alors, bienvenue pour ce deuxième petit déjeuner innovation, où là, je vais avoir le plaisir de vous embarquer dans le futur. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans les années 2030, les années 2050? Qu'est-ce qui va se passer, effectivement, donc d'ici là? Comment on va vivre? Quelles sont les activités, les métiers qui vont être menacés, ceux qui vont germer, et puis surtout comment on va matcher par rapport à tout ça. Mais auparavant, pourquoi est-ce qu'on parle du futur? Donc quel est le but? Alors le futur, donc on en parle tout simplement parce que si je vous raconte l'histoire 1998, vous vous rappelez tous ce qu'on a fait en 1998 en France. On a fait quoi? On a célébré la Coupe du Monde. Alors pendant que tout le monde chantait 1, 2, 3, 0, et il y avait deux petits gars à la Silicon Valley qui ont monté une petite structure, une start-up qui s'appelle tout simplement Google. Donc ils l'ont monté en 98 et Google aujourd'hui, 2016, chiffre d'affaires 90 milliards de dollars. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un géant américain qui a existé beaucoup plus grand que Google. Il s'appelle ATT. C'est pas du verbe ATT, du verbe TT non plus, c'est American Telegraph Téléphone. L'équivalent de France Télécom à une époque, sauf que c'est à une dimension mondiale extraordinaire. 1 million de personnes qui étaient employées par ATT. 1 million de personnes, alors que Google aujourd'hui emploie à peu près 50 000 personnes. 300 milliards de chiffre d'affaires. Donc je vous ai dit 90 milliards pour Google à peu près, 89. ATT, c'était 300 milliards de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il avait les moyens techniques, financiers, humains, pour tout faire, d'autant plus qu'il avait le monopole de tout ce qui tourne autour de la télécommunication, les télécommunications, la vidéo, les reconnaissances vocales, en fait toutes les technologies dont on parle aujourd'hui, donc elles étaient dans les mains de ATT. Alors, qu'est-ce qui a fait? Alors, le problème, c'est que ATT, cette boîte, elle a été complètement démantelée en 2005. Si vous tapez aujourd'hui ATT, vous allez trouver AT&T, mais il faut savoir que c'est juste, on a juste récupéré la marque pour une petite structure qui n'a rien à voir avec le ATT qui existait auparavant et qui faisait 300 milliards de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un Google aujourd'hui, qui est là, et un ATT qui aurait pu dépasser Google que l'on connaît aujourd'hui, qui faisait quand même plus? Eh bien, la différence, c'est la vision du futur. C'est ça qui fait la différence. ATT, à chaque fois qu'il développait des services, mais il les développait en se basant sur les réussites du passé. Alors que Google, dès le départ, les mecs, ils ont dit, nous, on veut viser le monde. On veut mettre l'information au service de tout le monde, partout dans le monde. Et donc, ils sont partis avec une vision tellement futuriste que moi, je me rappelle, il y a 15 ans, quand j'ai vu Google, etc., je suis tombé sur un projet pharaonique. Ils avaient à peine démarré, qu'ils imaginaient déjà un serveur, mais alors incroyable, installé en pleine mer, dont l'énergie est générée par les vagues et qui en plus refroidit par la flotte. Ne demandez pas comment ça marche, c'est un schéma pas possible. Et donc ce serveur-là, effectivement, face à cette centrale de serveurs, ils sont toujours en train d'y travailler, mais je pense avec toujours en implémentant de nouvelles technologies. Mais ils sont déjà partis sur quelque chose qui paraissait impossible hier et qui aujourd'hui commence à être un peu crédible. Donc voilà la différence. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on ne peut pas foncer comme ça, tête baissée, sans se dire qu'est-ce qui va se passer plus tard. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, donc j'ai un porteur de projet qui est venu en me disant, moi j'ai un projet super innovant. Et ce projet, voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, c'est pouvoir sortir, que les médecins puissent sortir des ordonnances automatiquement, à partir d'une application. Mais ce projet,
dans 2 ans, 3 ans, il va être complètement mort. Parce que aujourd'hui, il y a le tricorder X, il y a des technologies beaucoup plus innovantes que ça, qui vont checker notre corps et qui vont sortir le truc. Donc ce qui veut dire que si on a une vision juste sur 2, 3, 4, 5 ans, il peut monter sa start-up, mais au bout de 5 ans, cette start-up, elle va être morte. Donc elle va servir à rien. Alors, comment on va anticiper les choses? Le backcasting, en fait, c'est une méthode qui était, c'est un terme qui existe depuis 90 à l'université de Waterloo. Donc il y avait un chercheur, Robinson, qui a travaillé dessus. Et alors, c'est quasiment le contraire des statistiques. Quand on parle de statistiques, on prend des données présentes et on essaie de faire une projection dans le futur. Le backcasting, c'est l'inverse, en ce sens que on va travailler sur de l'inconnu. On va faire, c'est la boule de cristal, on va faire des prédilections. Alors que les statistiques, on part de quelque chose de connu. Et c'est complètement différent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 40 méthodes qui existent, entre 30 et 40 méthodes, qui permettent de faire ce voyage, donc, que je vais vous proposer aussi par une démarche du kayak. Alors la plupart des méthodes, 80 à 90% de ces méthodes, c'est des méthodes américaines. C'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de Français qui travaillent sur le sujet, mais ça commence à venir. Donc on a quelques-uns qui ont commencé à travailler là-dessus. Mais pour faire la synthèse, donc il y a des méthodes, on va dire, quantitatives, il y a des méthodes qualitatives, etc. Mais elles ont toutes un point commun. Le point commun, c'est quoi? C'est on détecte ce qu'on appelle des signaux faibles. On détecte des signaux d'innovation. La voiture autonome, l'impression 3D. Donc ces signaux-là, on va les détecter, on va dire tiens, il y a un truc qui se passe. Et on va se projeter vers le futur en imaginant des scénarios. Donc on va faire des scénarisations. Donc voilà, toutes ces méthodes-là, ils ont à peu près la même démarche, et la démarche du kayak n'est pas différente. Donc, sauf qu'on diffère sur les outils que l'on va utiliser pour aller encore plus loin ou pour être un peu plus objectif dans la réflexion. Et pour bien comprendre ce qui va se passer en 2030, je vais juste vous projeter une petite vidéo, parce que si vous allez sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos qu'effectivement il y a à boire et à manger sur le futur. Mais il y a une vidéo que je trouvais intéressante, qui a été faite par des jeunes dans un concours où on demandait comment vous voyez le monde demain. Et donc j'ai pris un petit extrait parce que c'est vraiment le monde proche. C'est-à-dire que là, ils ont fait une petite vidéo sur ce que nous connaissons déjà aujourd'hui, qui existe, mais en imaginant ça dans le quotidien. Hop, c'est parti. Nos villes seront dotées d'architecture en symbiose avec la nature. L'urbanisme écologique battra son plein. On y retrouvera des voitures volantes autonomes qu'on pourra commander telles des taxis. L'homme qui y vivra sera plus connecté que jamais. Grâce aux hologrammes et à la réalité augmentée, notre façon de voir le monde ne sera plus la même. Les robots feront intégralement partie de notre quotidien. Ce ne seront plus simplement des aspirateurs ou des tondeuses à gazon intelligentes. On pourra parler de véritables assistants personnels avec un aspect plus humain. La relation homme-machine sera à son apogée. Certaines techniques de production seront plus accessibles et répandues chez les particuliers. Tel sera le cas de l'impression 3D, qui ne sera plus uniquement un outil de prototypage réservé aux industries. Posséder une imprimante 3D chez soi deviendra monnaie courante. Textile, déco, bricolage, les domaines d'application sont vastes. Marcher sur la Lune ne sera plus un exploit réalisé uniquement par les membres des missions Apollo. Une nouvelle ère pour le tourisme verra le jour. Vous pourrez réserver un week-end sur la station lunaire comme on réserve un séjour au ski. Mais cela ne se limite pas là. La Lune n'est qu'un exemple. Le ciel s'ouvrira littéralement à nous. Le voyage spatial habité renaîtra de ses cendres avec de nouveaux pionniers. Mais tout cela ne sera possible sans une énergie plus propre, plus sûre et plus rentable, et dont les ressources sont quasi inépuisables. Oui, je parle de la fusion nucléaire, véritable challenge de notre ère et solution possible de demain. La fusion nucléaire, je vais vous en parler parce que c'est très important. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, avec les centrales nucléaires. C'est carrément le contraire. Aujourd'hui, comment ça se passe, le nucléaire? En fait, on fait une fission. Donc c'est différent de fusion. Une fission, c'est-à-dire que vous avez l'atome qui est infiniment petit, on le casse, et c'est en le cassant que l'énergie se produit, qui est une production d'énergie. Et le problème, c'est que ça lâche des particules qui sont radioactives. Et la fusion, c'est le contraire, c'est-à-dire ce sont des atomes qui vont se coller.
Alors en fait, comment est-ce que les chercheurs ils ont vu cette fusion nucléaire dont on parle de plus en plus? En fait, c'est juste, ils ont observé le fonctionnement du Soleil. Ils se sont dit, si on prend ce Soleil et qu'on le ramène chez nous, alors là, on a de l'énergie illimitée. Et donc il y a une station, donc il y a un projet qui s'appelle ITER, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo, où il y a des Russes, des Américains, il y a plein de pays qui sont là-dedans. S'ils arrivent à le produire, ce Soleil, c'est un prototype, mais le prototype juste expérimental, il a la taille de Ra-Technologies, ici. Donc, et la chaleur qui est produite, on ne parle pas de... Vous voyez, nous on dit il nous faut 20 degrés ici. Là, c'est des millions de degrés donc, qui sont produits et qui sont confinés dans un plasma. Et ça tourne régulièrement. Alors, l'avantage, c'est que c'est une énergie propre. C'est une énergie illimitée, c'est-à-dire qu'avec ce soleil-là, juste ce prototype, on peut donner de l'électricité à 2-3 pays, et puis c'est surtout inépuisable. Et puis on peut le débrancher en cas de problème, ça peut se débrancher. Le seul problème, c'est que ça, on ne le verra pas avant 50 ans. Il y en a qui disent même 100 ans. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la fusion nucléaire. Alors il y a des chercheurs en Angleterre qui sont un peu plus futés. Il y a une start-up qui s'est créée, qui a fait la même, donc qui crée des petits soleils, mais tout petits, qu'on peut tenir dans la main. Et donc ils sont en train de travailler, peut-être qu'ils vont arriver à aller peut-être plus vite, et plutôt que de produire un soleil qui est à la taille d'une ville, produisons peut-être des petits soleils et qu'on puisse avancer. Le monde de demain. Qu'est-ce qu'on a comme innovation en gestation en ce moment? Si je vous dis qu'est-ce qui se passe, vous allez me parler d'intelligence artificielle. Bien évidemment, on ne peut pas passer à côté. Impression 3D. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reconnaissance faciale. La voiture autonome, bien évidemment. Alors, c'est marrant parce que la voiture autonome, si on prend cet exemple, elle a été pensée par qui? Pas par les constructeurs automobiles. Elle a été pensée par Tesla, Google, Apple. Pourquoi est-ce qu'on est dans quelque chose de très innovant? Parce que là, on est vraiment dans la disruption, dans une innovation disruptive. C'est-à-dire qu'on est carrément à l'inverse de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Une voiture qui se conduit toute seule. Eh bien, parce que on est face à des gens qui n'ont pas cogité comme cogitent les industriels de l'automobile, mais qui se sont dit, qu'ils ont réfléchi à un ordinateur sur roue. Ils n'ont pas pensé à une voiture, ils pensent d'abord ordinateur sur roue. Et ça change toute la donne. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout la même manière de prendre les choses. Vous avez entendu certainement parler du jeu de Go, où il y a une machine fabuleuse qui a gagné contre le champion du monde du jeu de Go. Alors le jeu de Go, c'est juste le jeu le plus compliqué, le plus complexe que l'homme a créé, qui va au-delà des échecs. Alors, le champion du monde a été battu par une machine. Ça, c'était l'année dernière, une machine qui a été créée par Google. Et aujourd'hui, alors comment cette machine elle a fonctionné? Eh bien, c'est parce qu'on lui a expliqué comment ça marche, comment est-ce qu'il faut faire, et puis petit à petit, hop, elle a appris ce qu'on appelle le deep learning, donc c'est machine learning, qui a appris tout de suite à avoir des stratégies meilleures que l'homme. Eh bien, cette machine dont je vous parle aujourd'hui, elle est déjà obsolète. Parce qu'il vient de se rétaler par une autre machine. Elle lui a donné, mais alors une raclée du siècle, 100 à 0. Donc il y a une autre machine qui est venue beaucoup plus forte, 100 à 0. C'est-à-dire que la fameuse machine dont on parle n'a pas gagné une seule partie. Et alors tenez-vous bien, c'est que cette nouvelle machine, elle a appris toute seule le jeu. Elle a appris toute seule, c'est-à-dire qu'on lui a donné juste les règles, elle a dit voilà les règles, voilà comment ça se passe, et voici l'objectif. Après, débrouille-toi pour trouver les bonnes stratégies pour gagner. Alors elle a tourné un petit peu en rond, pendant 3 jours, elle a fait 1 million de parties contre elle-même, jusqu'à ce qu'elle maîtrise le truc, et puis après, Google l'ont fait jouer contre l'ancienne machine, voilà, 100 à 0. Donc ça montre à quel point on peut, et là c'est impossible pour un être humain, c'est complètement impossible d'arriver au niveau de cette machine. Pourquoi? Parce que ce qui diffère entre les robots et l'être humain, c'est le côté
c'est le côté biologique. C'est qu'on n'est pas fait de la même matière et que nos cellules peuvent se fatiguer, alors qu'un robot, bon, c'est de la matière qui peut tenir le coup beaucoup plus longtemps. Si je vous donne un exemple plus concret, on joue aux cartes. Vous jouez aux cartes et si on joue avec 3 cartes, bien évidemment, si on balance les 2 premières, par déduction, vous allez connaître la 3e. Vous allez dire, bon, la 3e, c'est celle-là. Si je vous donne 1000 cartes, est-ce que vous serez capable de détecter la 1000e après avoir vu 999? Impossible. Par contre, une machine peut le faire. Parce qu'elle mémorise tout, rien ne lui échappe. Donc vous voyez, la différence, elle est là. On va reparler intelligence artificielle parce que c'est vraiment le sujet. C'est vraiment le sujet quand on parle du futur, c'est là où ça a bougé beaucoup. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'autres inventions. Le tricorder X. Le tricorder X, c'est un petit appareil qui a la taille d'un smartphone. Et en fait, c'est un petit scanner. Vous le passez sur votre corps, il y a 54 points qui sont checkés. Il va vous dire si vous êtes malade, si vous allez tousser demain, etc. Et il peut vous donner votre état de santé. Alors, grâce à cet appareil-là, on n'a plus besoin d'aller voir le médecin. Voici un métier qui semble menacé. Le métier des médecins, ils vont faire quoi? Parce que les généralistes, ils ne vont plus servir à grand-chose. Si c'est juste pour donner une ordonnance, même avec ce tricorder X, vous appuyez sur un bouton, l'ordonnance, elle sort. Ou alors mieux, ça part déjà à la pharmacie par Internet. Mais il y a des alternatives pour que les médecins, effectivement, puissent prendre de la valeur. Ça, on va le voir à la fin. Comment est-ce qu'ils peuvent réagir par rapport à ça? Watson, vous avez déjà entendu parler de Watson? Ordinateur d'IBM. Watson, aussi, il gagne les échecs contre les champions. Mais Watson, aujourd'hui, est capable de vous sortir n'importe quelle jurisprudence de loi. C'est-à-dire que demain, parce qu'on, surtout en Amérique, vous venez avec une jurisprudence, c'est-à-dire que telle affaire a été jugée positive ou négative, vous venez avec ça, et hop, le tribunal vous donne accord, il fait pareil. Eh bien, Watson, il a toutes les jurisprudences, donc vous n'avez plus besoin d'avocat. À la limite, hop, vous pouvez annoter, monsieur, voici la jurisprudence. Donc derrière, voilà, donc, vous n'avez plus besoin d'être accompagné par un avocat. Voilà encore un autre métier. Alors les avocats sont en pleine cogitation pour dire qu'est-ce qu'on va faire demain, ils paniquent. Mais il y a d'autres possibilités également pour eux. La reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Alors très difficile, parce que pour détecter en fonction des points, etc., il faut savoir que le premier ordinateur, quand ça a été vraiment une véritable réussite, quand il a reconnu un chat. C'est-à-dire qu'on lui a dit, bon voilà, hop, il a reconnu un chat. Aujourd'hui, il y a, j'avais déjà parlé de cette application en Chine qui s'appelle Alipay, donc qui permet effectivement de payer par reconnaissance faciale. Si ça existe pour reconnaître des Chinois et les distinguer, c'est qu'on peut aller encore très loin là-dedans. Alors, Moody's, donc il y a une application qui s'appelle Moody's, qui est dans ses débuts, je crois qu'on doit être à la 3e ou 4e version, mais qui envisage demain de combiner la reconnaissance vocale avec la reconnaissance faciale en intégrant des algorithmes qui vont permettre d'exprimer, en tout cas d'illustrer nos émotions. C'est-à-dire que Moody's va nous donner notre état d'émotion. Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est heureux? Comment est-ce qu'on est? Mais uniquement en se basant sur notre voix, sur la tranche que l'on va avoir, sur notre comportement. Alors, cette application poussée à l'extrême, vous imaginez, vous mettez en fait n'importe quel appareil, votre smartphone ou la puce que vous avez dans votre corps, et vous allez reconnaître l'émotion de 2 personnes. C'est-à-dire que demain, imaginons un débat télévisé, un débat politique, on va tout de suite voir celui qui ment de celui qui dit la vérité. Donc ça va complètement changer la donne. Donc notre vie va complètement changer. Les gars, ils ne pourront plus mentir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'impression 3D, on parle de l'impression 3D, il y a l'impression 4D, donc il y a plusieurs choses qu'on met dedans. Et l'impression 4D, en fait, c'est la matière que l'on va mettre. Aujourd'hui, on construit un bâtiment avec, vous avez déjà vu ça, des imprimantes 3D qui construisent un bâtiment.
Demain, au lieu de mettre du ciment, de la matière qui va tenir le bâtiment, on va mettre des matières où il y a un peu de matière organique, c'est-à-dire qu'ils vont réagir soit par rapport au climat, soit par rapport au toucher, au sensoriel, etc. Et donc le fait d'injecter des éléments dans la matière même qui va permettre de construire les choses, vous pouvez avoir demain une maison qui va interagir en fonction de la température extérieure. Donc s'il gèle dehors, vous l'avez programmé, c'est-à-dire que le mur va être programmable. Donc vous pouvez choisir effectivement, alors après ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre godasse qui dit aïe quand vous appuyez très fort, donc vous pouvez imaginer tout, qui peut parler. Donc tous ces objets-là connectés donc nous réservent vraiment un avenir complètement fou. Le monde de demain, eh bien c'est aussi et surtout ce que j'appelle l'effet papillon. Alors, l'effet papillon des nouvelles technologies. Qu'est-ce que c'est que l'effet papillon? L'effet papillon, c'est en fait, vous changez, vous bougez quelque chose là-bas au bout, et il y a tout un château derrière qui bouge. Et là, je vais prendre l'exemple de la voiture autonome, puisque c'est l'exemple le plus proche et que l'on connaît. Voiture autonome, ça veut dire quoi? Une voiture qui roule toute seule. Ah, on est bien d'accord. Ça veut dire que si elle roule toute seule, nos enfants, ils n'ont plus besoin d'avoir de permis. Qu'est-ce qu'on fait des auto-écoles? On n'a plus besoin de passer sans permis. Qui roule toute seule, je ne sais pas si vous avez entendu, comme quoi la voiture autonome, elle va réduire d'au moins, très rapidement, de moitié les accidents de la route. Parce qu'elle est hyper sécurisée. Et puis bon, c'est un robot, c'est une machine, c'est un ordinateur qui va avoir des réactions beaucoup plus cogitées que celles de l'homme. C'est un élément qui ne boit pas, qui ne fume pas. Donc, vous voyez, donc, tout ça. Alors, il y en a qui disent qu'aujourd'hui, on est à un accident par 100 000 km. Et il y a des prévisions qui disent qu'on aura un accident par 10 millions de kilomètres dans 2027. Ce qui veut dire aussi qu'on va sauver 1 million de vies chaque année. Il y a 1 million de vies qui vont être sauvées chaque année grâce à la voiture autonome. Mais s'il n'y a plus d'accidents, qu'est-ce qu'elles font les assurances? À quoi ils servent? Il n'y a plus d'accidents, il va falloir qu'ils réinventent également leur métier. Et ça pose un véritable problème. Donc toutes les grandes compagnies d'assurance sont pleines de cogitations là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font les routiers? Parce que demain, les camions, on n'a pas besoin de chauffeurs. Ils vont faire quoi? Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de VTC, les mecs de chez Uber aujourd'hui vont faire quoi demain? Alors, ça me fait penser aussi, quand on pense à tout ça, peut-être qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, vous savez qu'Uber est valorisé combien? Presque 70 milliards de dollars. Alors que c'est une boîte qui perd 3 milliards de dollars chaque année. 3 milliards de dollars de pertes chaque année. Donc si elle est valorisée 70 milliards, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est que les investisseurs de demain, enfin d'aujourd'hui, se disent ça vaut le coup que je rejette du fric. En fait, ils ne font que patienter en attendant une ère nouvelle qui va faire exploser les chiffres de Uber. Comment? C'est simple. Vous allez voir comment est-ce qu'on change de paradigme. On parle de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez chez un concessionnaire, l'argument, vous dire, vous voyez, super rapport qualité-prix pour cette bagnole. Demain, l'argument il va changer. Ça ne va pas être ça. C'est-à-dire, vous savez, monsieur, vous savez, madame, cette voiture, elle va vous apporter autant par jour. C'est pas qu'elle va vous coûter, c'est qu'elle va vous apporter de l'argent. Parce qu'elle est tellement autonome. Elle va vous ramener à votre bureau, et après vous dites, allez, va chercher. Donc, et puis là, elle va faire le taxi, puisqu'elle est complètement autonome, elle peut se réguler elle-même, elle va déposer des gens. Puisqu'il y a des bagnoles un peu partout, il y a des voitures un peu partout, on n'a plus besoin d'acheter de voitures. Donc il y aura de moins en moins de propriétaires de bagnoles. Les voitures, pour s'amortir, elles vont tourner constamment. À la limite, on n'a plus besoin de parking. Qu'est-ce qu'on fait de ces parkings? Il faut cogiter. Donc il y aura un aménagement urbain à redéfinir. C'est-à-dire que ces parkings sont en fait des logements qui permettent de répondre à la mobilité des gens demain, parce qu'on va être de plus en plus mobile. On va aller passer juste une nuit là, 2 nuits là-bas, etc.
soit pour aussi avoir des logements pour les 9 milliards de la population qu'on va avoir dans pas longtemps. Donc on va passer de 7 à 9 milliards, puisqu'on va réduire les accidents, à moins qu'il y ait d'autres catas d'ici là. Mais voilà, donc vous voyez que, partant d'une seule innovation, on impacte les assurances, l'aménagement urbain, on va impacter tout, impacter les crédits bancaires, tout va être impacté. Le concessionnaire, donc il va devoir se réadapter. Alors c'est ça, donc l'effet papillon, et vous prenez cet effet papillon, vous dites que chaque innovation que l'on voit aujourd'hui va avoir son effet papillon. Et quand vous allez prendre plusieurs innovations, alors ça devient compliqué, mais vous dites, aujourd'hui on travaille sur l'immortalité de l'homme. C'est-à-dire que, alors ça veut dire que demain on va vivre 100 ans, etc., plus encore une problématique à poser avec la voiture autonome pour les assurances. Donc ça rend encore le problème encore plus complexe. Alors, en fait, tout ça, ça me fait dire que le simple d'aujourd'hui, finalement, sera compliqué demain. Donc je parle tout à l'heure, je vous ai parlé de la télécommande. Moi, je me rappelle cette télécommande. Quand je l'ai reçue, la première fois que j'ai eu une télé avec une télécommande, waouh, génial. Bon, les nouvelles générations n'ont pas connu ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, votre télé, vous êtes là, vous voulez changer de chaîne, il faut aller là-bas, il faut tourner un boutard et chercher la chaîne, c'est pas automatique. Hein. Et le jour où on nous a ramené ce truc-là, je dis, waouh, quelle révolution, punaise, je suis dans le fauteuil, clic, boum, ça roule. Eh bien, il faut savoir que ça va être complètement dépassé. Qu'aujourd'hui, ce truc-là, on va dire, ouais, mec, ça c'est has-been, ça vaut plus rien. Donc c'est exactement la même chose qui va se passer dans 10 ans. Et alors ça va être quoi? Reconnaissance vocale, ça existe déjà. En fait, il faut savoir qu'il y a des mots, il y a des études qui sont faites sur des mots qui vendent. Les mots qui vendent, dans les années 70-80, moi je me rappelle parfaitement, quand on faisait du marketing direct, quand on envoyait des courriers, etc., on mettait gratuit. Alors là, vous êtes sûr de faire une touche, offre, cadeau. Aujourd'hui, vous mettez ça, c'est poubelle, direct. Je veux dire, Internet, c'est évident que c'est gratuit. D'abord, on a la culture du gratuit. Sur Internet, c'est une culture du gratuit, c'est même une évidence. Un petit jeune, il va préférer mettre 1 heure pour trouver comment récupérer une chanson plutôt que de mettre 90 centimes. Tant pis pour l'heure, mais c'est le défi, parce que c'est ce principe. C'est la gratuité. La gratuité, le mot gratuit d'ailleurs, il y a ces mots-là, gratuit, offre, cadeau, ce sont des mots d'ailleurs qui sont bannis, hein, donc ça, c'est spammé quand on les envoie dans les emailing, mais quand on pense au gratuit par rapport au web, les services qui sont en mode SaaS, c'est-à-dire quand vous achetez un abonnement, etc., quand vous mettez une barrière à l'entrée, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même, vous voyez, la plupart de ceux qui se lancent avec des services en mode SaaS, c'est-à-dire par abonnement, automatiquement vous avez 1 mois gratuit pour tester. Si vous ne faites pas ça, ça ne passe pas. Donc il faut intégrer cette culture de la gratuité pour donner, effectivement, en tout cas sur les techniques de vente, que ce soit en ligne ou hors ligne, dans les mentalités d'aujourd'hui. Donc le simple d'aujourd'hui sera compliqué demain. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, parce que premier Mac, parce que je pense aussi à l'intelligence artificielle, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, ça me fait bizarre, parce que moi j'ai acheté le premier Macintosh, c'est une petite boîte, quand il est sorti, pour nous c'était une révolution, on était à 20 autour en train de l'admirer. Waouh, c'est génial, c'est super. Vous savez la capacité de ce petit Mac? 4 mégas. C'est-à-dire, c'est la taille à peine d'un email. Tu lui balances un email, il est bloqué, il ne peut plus rien. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence quand on parle d'intelligence artificielle, c'est justement la puissance de calcul des ordinateurs. Parce que l'intelligence artificielle, elle existe depuis 1956. Les premiers chercheurs qui ont sorti ça, c'était en 1956. Après, ça a commencé à bouger en 1980, dans les années 80. Puis ça s'est arrêté. Et là, pourquoi est-ce que ça reprend tout d'un coup?
Parce que les ordinateurs sont devenus puissants. Et ils arrivent à calculer plus vite. Et l'intelligence artificielle, quand on parle d'algorithme, parce qu'on se dit, c'est quoi ça, algorithme? Ça veut dire quoi? C'est quoi? En fait, c'est de la programmation, pour ceux qui ont fait un peu de programmation informatique. Rappelez-vous, il y a des espèces de losanges. Et soit vous posez une question, soit c'est oui, soit c'est non. C'est ce qu'on appelle les réponses binaires. C'est 0 ou c'est 1. Alors, est-ce que c'est oui? Ouais, si c'est oui, tu fais ça. Si c'est non, bah, tu fais ça. Et ainsi de suite. On refait un autre losange et ainsi de suite. Alors, bien évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, etc., c'est que on va encore plus loin. C'est que ça se développe de plus en plus. Et que, imaginez, donc, quand on parle d'algorithme, c'est tellement complexe que c'est un boulot titanesque. C'est pas juste un petit programme de 5-6 itérations. Donc, vous avez des centaines, des millions d'itérations qui font que ça devient complexe. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vendre? Alors, je vous ai parlé du gratuit, je vous ai parlé de cadeaux, offres, des mots qui servent à rien aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait vendre? Ben, c'est le mot simple, facile, rapide. Simple, facile, rapide. Quand vous voyez un truc, moi je me rappelle, j'ai fait des travaux avec un gars un copain qui m'a aidé, je lui ai dit, regarde, c'est marqué, c'est simple. Lui, il me disait à chaque fois, rien n'est simple. Ils font ça juste pour te rendre le truc. Tu vas voir, on va galérer. Et on prenait le truc, c'était marqué en 5 minutes, et on galérait. Voilà, on mettait 3 heures, 4 heures, on galérait pour faire le truc. Donc, le mot simple, facile, rapide, donc en fait, il joue sur notre fainéantise. Donc, plus on flatte notre fainéantise, plus effectivement on va s'intéresser au produit. Mais ce côté simple, facile, eh bien, ça va être désuet, ça va être dépassé. Il y aura autre chose. Ça va être quoi plus tard? 2020, 2030, ouais, dès 2020. Eh bien, ça va être le mot naturel. C'est-à-dire que ce qui va dépasser ça, il faut que ce soit naturel. Qu'est-ce qui est naturel? C'est-à-dire, on n'a plus besoin de cette télécommande. J'arrive à la maison et je parle avec ma télé. Et tu peux me mettre 3e épisode de Walking Dead, s'il te plaît? Et elle s'exécute. Ce qui est naturel, c'est la voix. Dans 15 ans, j'aurai même pas besoin peut-être de lui dire. Elle va déjà lire dans mes pensées. C'est encore plus naturel. C'est-à-dire que dès que je rentre, elle sait dans quel état je suis. Elle va dire, oh, je te mets ton petit épisode préféré. Vas-y, clac, boum. Ça va être super. Voici le monde qui nous attend. Et donc, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça va être super complexe. Dans 10 ans, on va dire, wow, c'est vraiment has-been tout ça. C'est génial. Peut-être que cette télécommande qui est sympa, bah, elle va figurer dans un musée plus tard et qu'elle va valoir des sous. Alors, maintenant, je voudrais qu'on réfléchisse sur quelle intelligence. Après, tout ça, ça pose des questions éthiques, on va en parler. Quelle intelligence demain? On parle d'intelligence artificielle. On va voir qu'il y a une différence, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, entre intelligence et conscience. Deux choses différentes. L'intelligence, c'est très très carré, c'est de la logique. La conscience, c'est autre chose, c'est organique. C'est ce qui fait notre différence entre l'homme ou l'animal et la machine. Alors, est-ce que nous sommes des êtres les plus intelligents sur Terre? Est-ce que l'homme est l'être le plus intelligent sur Terre? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que les robots vont être plus intelligents que nous? Est-ce qu'ils vont nous dépasser? Est-ce qu'ils vont nous aiguiller? Ça, on verra après. Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, déjà, la première question, est-ce qu'on est vraiment les plus intelligents sur Terre? Alors, je vais vous montrer un truc, parce que je pense que l'homme n'a pas encore complètement tiré profit de ce qui se passe dans la nature. Parce que la nature, elle a des choses, mais alors, extraordinaires. On a beau faire des recherches, il y a encore des choses qu'on peut découvrir. Est-ce que vous connaissez le balai des tourneaux? Ça vous dit quelque chose? Alors, regardez ce balai des tourneaux, c'est-à-dire ces petits osios là, qui viennent et qui se baladent, et on va voir qu'est-ce que ça fait. Hop, si ça veut bien s'enclencher.
regardez bien par où il bouge. C'est jamais le même endroit, c'est jamais toujours de la tête. Ça peut être sur le côté, à l'arrière, et ça a un sens qui est important. Il n'y a pas un seul accident là-dedans, hein. Tout va bien. Et c'est pas de l'entraînement, hein. Ils sont pas en train de faire un entraînement, ils le font automatiquement. Alors vous voyez, donc c'est vachement important. D'abord, le ballet des tourneaux, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à faire cette chorégraphie extraordinaire, mais alors de manière super naturelle. D'abord, vous voyez, ça part sur le côté, ça part devant, c'est jamais du même côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas un leader, ils sont tous leaders. C'est pas comme chez les humains, nous on a un leader, il nous faut un leader, si on n'a pas un leader, ça ne va pas le faire. Ils sont tous équivalents. Alors il faut savoir qu'ils ont aussi, la nature les a mieux gâtés que l'homme, parce que nous, avec notre vision, nous on a une vision à 180 degrés. C'est-à-dire qu'on voit là, mais on voit comme ça, on voit ce qui se passe sur les côtés. On a une vision à 180 degrés. Les étourneaux, ils ont une vision à 360 degrés. C'est ce qu'on appelle une vision holoptique. C'est-à-dire que celui de devant, il voit ce qui se passe derrière. Et l'autre, il n'est pas obligé de dire hey, écoute, je suis devant toi, ou je suis derrière toi, pousse-toi un peu sur le côté. Non, tout est naturel. Ils ont l'information en temps réel. Chose que nous n'avons pas, nous les hommes. Parce que si on avait accès à l'information en temps réel, ça aurait changé la donne. En fait, je montre cet exemple souvent quand je parle des équipes projets. Une équipe projet idéale, ce serait une équipe qui fonctionne comme ça. C'est qu'on n'a pas besoin de mettre derrière, c'est que tout le monde est dans le même move, dans les mêmes règles. Et alors là, vous avez l'équipe la plus extraordinaire au monde. Donc premièrement, pas de leader, donc tous leaders. Deuxièmement, vision l'optique, information en temps réel. Et le troisième élément, les étourneaux ont un lâcher prise. C'est-à-dire que je ne se pose pas des questions. Nous, il faut qu'on se pose 36 000 questions avant. Bon, les gars, qui c'est qui va en premier? C'est toi, c'est moi, on fait comment? Là, on a déjà perdu 3/4. Non, mais attends, je préfère c'est lui. Non, mais bon, on va prendre en marque, il est quand même plus. Voilà, donc ça, on a déjà perdu du temps. Alors qu'eux, ils ne se posent même pas ces questions-là. Et puis après, l'autre façon, non, moi, je ne vais pas y aller. Moi, je ne sais pas, etc. On se pose trop de questions. On est trop formaté. Et là, la nature nous montre des oiseaux. Là, ils n'étaient pas sur un terrain en train de se dire allez, on va faire un petit entraînement, les gars, parce qu'on a une chorégraphie à faire demain. Non, là, on fait automatiquement. Ça n'a rien à voir. Alors, l'homme a essayé d'imiter les étourneaux. Et alors, à votre avis, ça vous fait penser à quoi? Les meilleurs, c'est les Japonais. Pourquoi? Parce qu'ils ont une discipline extraordinaire. Alors, ils ont essayé, on va voir la différence. Alors c'est là que ça se passe, je crois. Ça va être là. Ça ressemble un peu au ballet des tourneaux. Qu'est-ce qui fait la différence à votre avis? Comment? Ah bah oui, ils n'ont pas fait ça du premier coup. Ça, je peux vous dire qu'il y a des heures et des heures de travail derrière. Et deuxième truc, quoi, donc, qui est quand même vachement important pour qu'ils arrivent à faire ça. Eh oui, si le mec il dit pas check, on est mal barré, quoi. Donc ça vient pas spontanément. Donc il y a des choses où la nature peut nous apprendre, en tout cas il y a des pistes de réflexion qui peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais je trouvais que cet exemple que je sors souvent dans la communication de projet est très parlant, et il y en a d'autres bien évidemment dans la nature. Alors comment est-ce qu'on peut matcher le présent avec le futur?
On a vu tout ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Comment est-ce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait demain? Donc nos activités, est-ce qu'elles sont en phase avec ce qui va se passer? Est-ce qu'on n'est pas menacé? Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités? Alors, pour faire ça, on a développé effectivement une démarche prospective qui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, grosso modo, on part sur une détection de signaux, c'est-à-dire on va voir toutes les innovations qui existent aujourd'hui par rapport à un secteur donné. On va se poser des questions. Quel est le secteur qui... Alors, je prends un exemple de la banque, puisqu'on en parle tellement. Et puis on va voir toutes les innovations et tout ce qui bouge et qui va impacter le secteur, en tout cas les métiers de la banque demain. Je prends l'exemple quand même important, c'est la blockchain, c'est le Bitcoin. Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'utiliser une monnaie virtuelle? Parce que 85% de nos paiements, ils se font par carte bleue, par virement, par chèque, etc. Scriptural. On peut presque vivre sans avoir de monnaie dans sa poche, de billets ou même de monnaie. Parce qu'avec la carte bleue, on peut payer la baguette aujourd'hui, on n'a plus besoin de monnaie. On peut payer, alors je ne sais pas tout ce qu'on ne pouvait pas payer avant, et qu'aujourd'hui on arrive à payer comme ça de manière très spontanée. Les horodateurs, je pense aux horodateurs, parce que souvent on a besoin d'une petite pièce pour le parking. Et ben voilà. Donc la blockchain, juste pour en dire 2 mots quand même, c'est quoi? C'est une monnaie qui a été créée par un bonhomme qui a pensé à ça, mais qui est sous un pseudo, parce qu'il a jamais, son nom n'a jamais été révélé. Il a un pseudo genre Tai Chi ou je ne sais plus trop quoi. Et en fait, ce gars-là, il a imaginé tout de suite un système dès la crise financière 2008, en se disant, hop, les banques ne sont plus fiables, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un système qui nous permet de chanter les banques? Ce qui est aujourd'hui une menace pour les banques, parce qu'en fait, le Bitcoin, c'est... on s'envoie du fric sans passer par une banque. Alors bien évidemment, qui aurait misé de l'argent sur une monnaie comme ça en 2009? Parce que ça a été créé en 2009. Personne n'aurait mis un copec là-dedans, parce que on se dit, oh, c'est une arnaque, c'est encore un truc, je sais pas, j'y crois pas. Eh bien, c'est dommage, parce que si vous avez mis 100 € en 2009, vous savez combien vous aurez eu aujourd'hui? 200 millions d'euros. Vous aurez été millionnaire aujourd'hui. Parce que le Bitcoin, quand il a été lancé à 0,001 €. Et aujourd'hui, il est dans les 2000 € à peu près. Alors c'est une monnaie quand même très volatile, parce que dans la même journée, elle peut passer de 1400 à 6000 €. Ça bouge tout le temps. Mais il y en a quand même, il y a un mec, je crois, qui avait perdu, je ne sais plus, il avait acheté 3 bitcoins, puis il a jeté le bazar et tout ça. Mais il vient de se rendre compte qu'il vient de jeter 7500 €. Alors qu'il avait mis ça 2 fois rien, c'est juste pour s'amuser. Et il ne retrouve plus ses codes et tout ça. Bon. Alors, c'est une monnaie qui... alors, on se disait au départ, mais maintenant, comment ça se dit? Vous savez, Internet, il a commencé comme ça. En 80, on a entendu, même 90, on n'y croyait pas. Regardez aujourd'hui, impossible de s'en passer. Le Japon a déjà accepté la monnaie Bitcoin. Enfin, il y a plusieurs monnaies, il n'y a pas que le Bitcoin, il y a d'autres concurrents qui arrivent, d'autres monnaies virtuelles. En Autriche, je crois qu'il y a eu la première banque Bitcoin qui a été créée, physique. C'est une start-up qui l'a montée. Et donc, tous ces sujets-là sont vachement importants pour la banque, parce que ça va complètement disrupter le marché de demain. Et il y a certainement des alternatives pour les banques. Mais s'ils ne se posent pas la question aujourd'hui, demain il sera trop tard. Je vous ai parlé d'ATT tout à l'heure, qui n'avait pas de vision du futur et qui s'est cassé la gueule. Il y a un autre géant, vous savez, quand on prend des photos tous, imaginez que toutes les photos qu'on prend, il y avait un géant qui avait 85% du marché au niveau mondial. Il s'appelait comment? Kodak. La boîte a commencé à agoniser en 2005. 2012, ils ont arrêté. Bon, ils ont essayé de sauver les meubles en vendant quelques brevets à Apple et à Google, justement, sur des brevets sur l'image. Mais Kodak, c'était un géant énorme. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas anticipé le futur, il n'a pas anticipé l'arrivée du numérique. Il aurait pu être le géant
de la photo numérique. Il n'a pas anticipé ça. Aujourd'hui, on parle d'un autre géant américain qui est en train de fermer, que vous connaissez tous, et en plus, juste avant l'arrivée de Noël, c'est Toys R Us. Toys R Us, pareil, il n'a pas anticipé l'innovation, il n'a pas anticipé le numérique qui arrive, et bien il est en train de fermer, et c'est à cause de ce manque de vision. Alors, il y a beaucoup de géants qui se croient effectivement immortels, protégés, parce que c'est des grandes fortunes, mais une fortune peut se disloquer en quelques jours. C'est ce qu'on voit par rapport à des Kodak, Toys R Us, etc. Alors, comment ça marche cette démarche prospective? Pareil, donc, alors on a une méthode où on a une espèce de mapping, ce qu'on appelle un mapping sectoriel de projection. Et ce mapping, que l'on utilise de plusieurs façons, par exemple, imaginons qu'on travaille sur les assurances, et on se dit, bon, c'est quoi le problème? Le problème d'assurance, ok, c'est le thème central. Le secteur des assurances, on peut avoir des assurances pour l'habitat, on peut avoir des assurances pour la santé, pour la voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les voitures? Pour les voitures, innovation, voiture autonome. Voiture autonome, quelles sont les incidences derrière? Après, on liste, à partir de ces incidences, quelles sont toutes les menaces et les opportunités. Et donc, on fait travailler des ateliers, donc il y a des labs, sur des 2 heures, un atelier, donc avec du design sprint, si on veut aller plus vite. Mais globalement, en une journée, on peut sortir avec une vision claire pour une grande activité. Une activité, ça peut être l'industrie automobile, ça peut être l'assurance, ça peut être la banque, etc. En une journée, on peut sortir des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Tout simplement parce qu'on s'est projeté vers le futur et qu'on a embarqué tout le monde vers le futur. Alors derrière ça, on a des options qu'on est en train de développer avec nos voisins de Ratechnologie. C'est que les scénarios que l'on va imaginer, on peut les mettre de manière virtuelle. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut même prendre un casque et imaginer notre monde de demain, ce qu'on est en train de faire. Alors, on peut le faire au début, mais on peut le faire aussi à la fin. Donc on est en train de travailler sur des dispositifs qui vont permettre vraiment à une activité de se projeter, de se voir dans le futur comment ça se passe. Et aujourd'hui, j'en suis à 11 ateliers que j'ai déjà animés, mais avec des ingénieurs de Télécom Lille 1, les mines de Douai, aujourd'hui ça s'appelle l'IMT. Vous savez, il y a la fusion maintenant, c'est la plus grande école d'ingénieurs au nord de Paris. Et donc ils ont un module pour former les ingénieurs du futur. Et donc justement, je teste avec eux. Donc au départ, je vais travailler sur la communication de projet, mais finalement, comme on travaille sur une démarche, voilà. Donc j'ai animé 11 ateliers avec des choses que l'on teste avant de travailler avec les entreprises et nos clients. Et alors pour vous en dire 2 mots, je donnais le même problème à des équipes qui sont composées entre 3 et 5 personnes, mais à chaque fois avec un angle différent. Et j'ai pris 5 angles, en fait, en mettant le curseur. Alors, on part de l'angle le plus objectif possible, c'est-à-dire, on leur dit, vous benchmarkez, regardez ce qui se passe, vous raisonnez, vous proposez une solution. Et là-bas au bout, les mecs, on leur dit, vous allez imaginer un film de science-fiction. C'est-à-dire, là, vous pouvez délirer, mais alors complètement partez dans le délire. Et au milieu, on leur donne des outils comme celui-là, on leur donne des trucs un peu plus... où il y a un panachage entre la création et le brainstorming et des choses un peu plus réelles, parce que le propre du brainstorming, c'est de matcher toujours entre convergence et divergence. Donc on va là-haut, puis on redescend sur Terre. Eh bien, les meilleurs résultats, ils ont été obtenus par les 2 extrêmes. Alors le premier nous donne des résultats qui tiennent la route, mais il n'y a pas d'idée révolutionnaire, il donne des pistes de réflexion. Et ceux, au fond, là, ils donnent vraiment des trucs auxquels on n'a jamais pensé, et qui pourraient être vraiment révolutionnaires et des opportunités pour les entreprises. Au milieu, c'est un peu la galère, parce que ça revient un peu aux méthodes d'animation de séances de créativité que l'on connaît aujourd'hui, qui ne sont pas toujours simples. Alors voilà pour dire 2 mots sur cette démarche. Maintenant, les questions éthiques. Parce que tout ça c'est bien beau, mais ça pose quand même, ça pose question. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un intervenant sur l'innovation qui parlait de tous ces éléments-là, qui parlait de Google. Vous savez, Google,
ils sont en train de travailler sur l'immortalité de l'homme. L'immortalité de l'homme, c'est-à-dire qu'on va être immortel. Comment? On travaille sur les cellules, parce qu'ils se disent un homme il est fait de chair, d'os, de cellules, et que grâce à des nouvelles technologies, on va pouvoir détecter les cellules défaillantes avant même qu'elles soient défaillantes. Parce qu'on a des millions de cellules, des milliards peut-être dans nos corps, et ces cellules, bien sûr, quand elles meurent, voilà, soit on prend des médocs, etc. Et c'est ce qui fait vieillir. Donc leurs chercheurs sont en train de voir la manière dont dès qu'une cellule est morte, on va la remplacer. Ou alors même on va la remplacer avant qu'elle soit crevée, quoi. Et si on arrive à garder notre corps très jeune, c'est-à-dire qu'on va vivre longtemps, on peut pousser les trucs jusqu'à l'immortalité. Donc tout ça, ça pose de l'éthique. Alors c'est marrant parce que c'est un intervenant qui expliquait comme ça, effectivement, au public, et puis il se tourne vers une dame très âgée dans le public, il dit, vous savez, madame, donc avec toutes ces techniques, vous allez pouvoir vivre 500 ans. Et la dame, elle dit, mais monsieur, moi, j'ai pas envie de vivre 500 ans. Il dit, c'est pas grave, ça c'est de la dépression, on va pouvoir le résoudre aussi. Et donc, ces problèmes d'éthique, on les retrouve de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui fait que ça pose éthique? Parce que, alors je vais vous prendre un autre exemple, où là vous allez bien comprendre. Aujourd'hui, vous êtes en bagnole, c'est vous qui conduisez. Vous roulez 100 km à l'heure. Et tout d'un coup, vous avez un gamin qui surgit. Alors, un gamin qui surgit, qu'est-ce que vous faites? Soit vous avez le gamin, soit vous prenez un poteau, et vous avez des occupants, vos enfants, votre famille, etc. Qu'est-ce que vous choisissez? Le gamin ou le poteau? C'est un choix, c'est ce qu'on appelle un dilemme, c'est un véritable choix. Et voilà, si on détruit le gamin, c'est vrai qu'on a sauvé notre famille, mais le problème c'est qu'on va vivre avec ça toute notre vie. Si on détruit notre famille, c'est vrai qu'on a sauvé un gamin, mais on a quand même détruit la famille. Alors voici le genre de questions qui se posent aujourd'hui, parce que demain, la voiture autonome, elle ne va pas se dire « merde, qu'est-ce que je fais ?» etc. Il faut qu'elle soit programmée pour ça. C'est quand même un avantage, parce qu'on peut la programmer. Et donc, on commence à poser toutes ces questions-là. Alors, par exemple, les Allemands, ils ont dit « nous », alors ça s'appelle l'algorithme du dilemme tragique. Les Allemands, ils ont dit « nous, priorité à l'occupant ». C'est d'abord les occupants. Parce que c'est notre bagnole, il faut qu'elle soit sécurisée, etc. Donc, voilà. Les Français, ils ont dit priorité à la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va protéger le piéton, on va protéger le cycliste, on va protéger la moto, etc. Donc, vous voyez, donc il y a même la question culturelle qui rentre en ligne de compte. Les Américains, à travers la voie de General Motors, donc toujours fidèles à leur esprit libre, ils ont dit, nous, on va mettre 12 profils, c'est vous qui choisissez qui vous voulez sauver, qui vous voulez déglinguer, c'est votre truc ça. Donc, voilà un peu la réflexion qui est menée aujourd'hui. Et puis, ils ont fait, alors on fait appel à plusieurs philosophes, j'ai pas retenu le nom, mais il y a des philosophes qui donnent des schémas, des ateliers, ils font travailler en atelier. Et parmi les ateliers qu'ils donnent, il y en a un qui m'a marqué, c'est qu'ils demandent en fait, il dit, voilà, imaginez que vous êtes un conducteur de tramway, sur rail, mais que vous avez une seule possibilité, c'est de dévier le tram. Vous pouvez tourner le truc et voilà. Vous arrivez, vous voyez de loin une bagnole avec 5 occupants qui est bloqué. Sur le côté, vous avez un pauvre travailleur qui est en train de ranger le truc, quoi. Et vous avez le choix. Qu'est-ce que vous faites? C'est soit les 5, de toute façon les freins ils ont lâché, voilà, vous ne pouvez pas freiner. Qu'est-ce que vous prenez? Les 5 ou prenez le bonhomme? Alors il y a dans la philosophie, donc il y a des termes qui expliquent qu'on essaye, qu'il faut toujours sauver un maximum d'êtres humains, c'est-à-dire que la logique aurait voulu qu'il dévie pour sauver 5 personnes. Oui, désolé, il y a ce qu'on appelle un dommage collatéral, ce sera un dommage collatéral. Alors une fois que cette projection a été faite, il dit maintenant, imaginez autre chose. Imaginez que vous êtes spectateur de la scène, que vous voyez donc les 5 bonhommes, etc., et que vous êtes là. Et à côté de vous, il y a un mec. Alors vous avez la possibilité de sauver les 5 personnes en poussant le mec à côté. Est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce que vous pousserez ce mec-là? Non, personne n'ose faire ce truc-là. Alors, ce philosophe, il explique, après il vous dit,
Quand quelqu'un lui dit, bah oui, moi j'ai poussé pour sauver les 5, il dit, bon d'accord, maintenant je vais vous demander de vous mettre à la place du mec. Est-ce que vous auriez voulu qu'on vous pousse? Vous voyez, toutes ces réflexions-là, donc qui paraissent très philosophiques, très lointaines, eh ben, on va pouvoir quand même les programmer, les poser, se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation, etc. En cas de dilemme tragique, qu'est-ce qu'on choisit? Et c'est ce qui fait que la voiture autonome va apporter un truc en plus. C'est que quand on pose la question aux gens, on va dire, est-ce qu'on peut confier notre vie à une machine? Parce que finalement, c'est un peu ça la question. On confie notre vie à une machine. Ah ben, c'est marrant. Les gens disent oui. Ça ne me dérange pas de confier ma vie à une machine parce qu'au moins, je suis sûr qu'elle ne va pas se planter et qu'on a cogité à la question avant. Alors que l'erreur est humaine. Alors, ça pose question parce que le deep learning, donc, c'est-à-dire la machine qui apprend d'elle-même, qui va apprendre, qui va devenir supérieure à l'homme, etc. Aujourd'hui, on parle de technologies exogènes qui deviennent de plus en plus endogènes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, quand je vois mes enfants, le smartphone, c'est le prolongement de la main. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'enlever, c'est impossible. Moi, je les vois dormir avec. Ça fait partie de l'organisme aujourd'hui, on ne peut pas l'enlever. Et donc, ces technologies sont de plus en plus endogènes, on ne peut plus s'en passer. C'est impossible. Demain, ça existe déjà, c'est plus le smartphone, c'est une puce. On va avoir toutes nos données biométriques, date de naissance, ce que vous voulez, etc. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de robotiser l'homme. Et la machine, on est en train de faire quoi? On est en train d'humaniser la machine. Puisque le robot, on essaie de lui expliquer quelles sont les émotions qu'il doit avoir, comment il doit réagir, quelles sont les valeurs, etc. Donc, il y a une espèce de convergence qui va faire que peut-être demain, comme dans les films, on ne saura plus qui est l'être humain, qui est le robot. Parce qu'il y a une espèce de convergence qui fait que tout ça, c'est en train de fusionner. Et puis bon, il y a toutes ces questions éthiques où des tas d'organismes sont en train de pencher pour se dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer demain. Alors il y a quelque chose qui va être quand même important, c'est ce qu'on appelle l'irréductible. Et c'est ça, donc je vais terminer par cette note d'espoir pour ceux qui s'inquiètent pour leur métier. Il y a toujours un élément irréductible chez l'homme. L'irréductible, c'est-à-dire que si on distingue les capacités créatives des capacités productives, bien évidemment, la machine va nous dépasser sur la production. Un robot, il va soulever une tonne que nous, on ne saura pas soulever. Donc au niveau de la production, il peut produire plus vite que nous. Mais il n'aura pas les mêmes capacités créatives que l'homme, même si on va lui injecter de l'intelligence artificielle. Alors là, si on rentre dans le détail, c'est là où on va expliquer l'histoire de conscience et intelligence. Il faut faire la différence. C'est-à-dire qu'un robot, à aucun moment, il va se dire de lui-même, tiens, je vais tuer les humains. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse ça? Sauf si c'est un être humain qui lui dit, tu vas dézinguer tel ou tel. Mais c'est pas le robot, c'est l'être humain qui va lui dire ça. Mais un robot ne prendra jamais une initiative comme ça spontanément. Donc c'est ce qui fait la différence entre la conscience et l'intelligence. Il est programmé pour être très carré dans ce qu'on lui donne. Alors après, si on lui dit, alors tout le monde, effectivement tous les chercheurs, il y a quand même un consortium qui a été fait par les grands, les GAFA, où ils ont des chercheurs qui travaillent quand même sur cette question, parce qu'ils se disent, attention, là, on détient quelque chose, mais ça peut complètement dézinguer l'humanité, comme ça peut lui apporter du positif. Et donc on est responsable. Donc ils sont en train de réfléchir aux valeurs qu'on va inculquer à ces robots. Donc ils disent, tous, on va leur inculquer des valeurs pour qu'ils soient gentils, qu'ils soient adorables, etc. Et c'est marrant parce que en Allemagne, ils ont fait une expérience dans l'équivalent des EHPAD chez nous, donc dans des maisons de personnes âgées. Et bien les personnes âgées, elles adorent les robots. Et elles ne veulent plus les quitter. Ils disent, ils sont cool, ils sont plus sympas que les hommes, ils m'écoutent. Il est là, je peux parler, et ils ne sont pas pressés, et ils les adorent, et puis ils s'attachent à eux. Enfin, ils s'attachent à ces robots-là. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est tout le travail
qui va être poussé au niveau des calculs, des algorithmes, l'intelligence artificielle. Donc on travaille sur la détection des micro-expressions, parce qu'on détecte les grosses expressions. Oui, là il est en train de rire, là il est en train de pleurer, etc. Mais on va détecter ça, et on travaille aussi sur qu'est-ce qui compose une émotion. Et un des grands chercheurs, d'ailleurs, qui dit dernièrement que même nous sommes finalement des algorithmes, parce que toutes ces découvertes nous amènent à dire que l'être humain est un algorithme, sauf que c'est un algorithme complexe, et qu'on a déjà découvert une partie, puisqu'on est en train de le cloner avec des robots. On a déjà découvert une partie, et que demain, on va en découvrir d'autres certainement. Donc, ce qu'il faut savoir, juste pour conclure, c'est que l'espoir existe, c'est-à-dire que ce médecin qui demain va avoir quelqu'un qui va rentrer chez lui, scanner, il va être scanné effectivement, checker, et il va donner l'ordonnance, ben, il va gagner un quart d'heure, donc sur la prestation qu'il fait actuellement. Il faut espérer, s'il est intelligent, c'est de passer ce quart d'heure, ou tout au moins 10 minutes, à échanger avec son patient. Parce que c'est ça qui va manquer. Les patients demain, dans tous ces métiers de service, ils vont avoir besoin qu'on les comprenne, ils vont avoir besoin de contact humain. Alors c'est aussi bon pour les avocats, pour les architectes, c'est là où il faut pousser. Alors après il y a les valeurs créatives, c'est-à-dire qu'on va on va créer la maison qui va pas seulement abriter la personne, mais qui va répondre à ses aspirations personnelles. Qu'est-ce qu'il cherche dans la vie? C'est quoi sa vocation? C'est quoi le sens que vous donnez à votre vie? Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de la quête de sens chez les jeunes. Aujourd'hui, un jeune peut refuser un travail bien payé parce que ça ne correspond pas au sens qu'il se donne par rapport à ce qu'il fait. Et il peut le faire, mais juste provisoirement, mais ce ne sera jamais son job pour la vie. Donc ils sont en quête de sens. Et c'est en train d'atteindre aussi les personnes un peu plus âgées, pas que les jeunes, même, je veux dire, quel que soit l'âge aujourd'hui, nous sommes tous en quête de sens. Pourquoi? Parce que tout ce chamboulement nous fait réfléchir sur quel est le sens de tout ça. Eh bien voilà, donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous aura apporté en tout cas quelques éclaircissements là-dessus. Merci à vous. Mm-hmm.